Alors, on le sait, la sécurisation de ces infrastructures-là et qui sont plusieurs sont âgées, peut présenter un défi. La réglementation a beaucoup évolué depuis la construction de ces barrages-là et c'est pour ça aujourd'hui que nous avons deux spécialistes pour nous en parler. Alors, la première, c'est Madame Annick Bigra, qui est directrice expertise barrages et infrastructures chez Hydro-Québec. Madame Bigra est détentrice d'un baccalauréat et d'une maîtrise en génie civil. Elle est à l'emploi d'Hydro-Québec depuis près de 25 ans et au cours de sa carrière, elle a œuvré en conception, construction et réfection des barrages et des aménagements hydroélectriques. Elle a de plus dirigé de nombreuses expertises qui intègrent l'hydrologie, l'hydraulique, la géotechnique, ainsi que la structure afin d'assurer la sécurité des aménagements hydroélectriques. Et elle est impliquée dans plusieurs comités, dont le Dam Safety Interest Group de CEATI, la Société canadienne de géotechnique et la Commission internationale des grands barrages. Alors, Annick, sans plus tarder, je te cède la parole. Merci beaucoup, Mélanie. Alors, comme Mélanie a dit, je vais vous parler aujourd'hui de la sécurité des barrages et plus spécifiquement à Hydro-Québec. Alors, juste un petit clin d'œil, qu'est-ce que Hydro-Québec? Bon, la plupart, vous devez nous connaître, mais quand même, quelques chiffres, ça nous ramène toujours la perspective de l'entreprise. Alors, au niveau de l'hydroélectricité, on produit près de 37 000 mégawatts. Du côté éolien, on distribue près de 4000 mégawatts. Du côté solaire, on a deux centrales qui entreront en service là, au début de 2021 pour un total de 10 mégawatts. Et du côté de l'hydrogène, il y a des perspectives intéressantes. Mais aujourd'hui, ma présentation se concentrera sur l'aspect barrage. Alors, chez Hydro-Québec, on a plus de 600 barrages, près de 700 pour 27 grands réservoirs et puis sans aménagement et 99 évacuateurs de crues. Alors, on a des aménagements qui constituent des réservoirs, mais on a aussi des aménagements au fil de l'eau. Alors, chez Hydro-Québec, on a une longue histoire. Alors, c'est sûr qu'Hydro-Québec est le fruit de la nationalisation qui s'est fait en deux temps. Mais dans notre parc, on a des ouvrages qui datent d'avant la nationalisation. On en a qu'on nomme de la première génération, qui sont avant 1940. Alors, ce sont des ouvrages surtout dans le sud du Québec que les développements se sont faits au tout début, notamment sur la rivière Saint-Maurice, la rivière des Outaouais, la rivière Gatineau. La séparation en 5 générations, j'aurais dû vous préciser, là, c'est vraiment, oui, c'est temporel, mais ça distingue beaucoup les ouvrages au niveau de la conception et de la construction. Alors, comme Mélanie disait, oui, il y a une grande évolution au niveau réglementaire, mais il y a aussi une grande évolution au niveau des connaissances et des capacités de construction au niveau des barrages. Alors, entre nos ouvrages de la première génération où on en était davantage au balbutiement de l'ingénierie là, qui sous-tend nos ouvrages, autant en géotechnique que du côté de la structure, de l'hydraulique. On a d'autres ouvrages. Deuxième génération, on débute à être un petit peu plus en maîtrise de la science et les méthodes de construction s'affinent. On considère nos ouvrages de la deuxième génération, ceux qui se situent sur la rivière Manicouagan, la rivière Ouzouterne, la rivière Bétiamite. Par exemple, le barrage Daniel Johnson fait partie de nos ouvrages de deuxième génération. La troisième génération, ce sont les ouvrages de l'époque des très grands chantiers au Québec. Alors, on pense aux ouvrages de la Grande jusqu'au barrage de la rivière Sainte-Marguerite. Enfin, quatrième génération, on parle d'ouvrages davantage optimisés, où est-ce qu'on est vraiment en maîtrise de l'ingénierie, les méthodes de construction sont contemporaines. Alors, on parle d'ouvrages comme des barrages de la rivière Tounoustuk avec des mascamons, la rivière Péribonka avec des coupures étanches de plus de 100 mètres de profondeur. Puis, enfin, les ouvrages de cinquième génération sont ceux du complexe La Romaine,
où est-ce que on est vraiment en maîtrise de la conception et de la construction. Alors, chez Hydro-Québec, on considère que toute l'aventure des barrages est un parcours marqué par des défis et des opportunités. Alors, on voit dès la deuxième, troisième génération, là, on est davantage dans des régions plus éloignées de la région métropolitaine. On travaille avec les communautés locales. L'innovation, la technologie est toujours au cœur de nos préoccupations, puis c'est intégré dans nos projets de barrage, que ce soit pour le suivi, la maintenance, que la conception, construction. L'environnement, les changements climatiques, ben, ce qui est sûr, la considération de l'environnement a augmenté dans les dernières années. Il y a eu une accélération et nos aménagements sont conçus pour être en respect de l'environnement. Les changements climatiques, ben, on en parle de plus en plus. Hydro-Québec est partenaire dans le projet Ouranos et puis c'est quelque chose qu'il faut considérer dans le futur parce que ça impactera la sécurité de nos barrages, notre capacité d'évacuation. C'est aussi une belle perspective pour la production, mais ça amène certains défis au niveau de la sécurité de barrage. Et puis, juste pour vous dire, 99% de notre électricité est produite à partir d'énergie propre et renouvelable. Et puis, c'est sûr que la main-d'œuvre fait partie là, des succès pour la sécurité des barrages. Alors, chez Hydro-Québec, nous avons un programme de sécurité des barrages. Alors, il y a une loi sur la sécurité des barrages qui existe depuis 2002-2003. Suite aux événements du Saguenay en 96, le Québec s'est doté d'une loi moderne dans le domaine de la sécurité des barrages. Mais au-delà de ça, Hydro-Québec a un programme de sécurité qui est tout en respect de la loi et qui intègre certains éléments là au-delà de la loi sur la sécurité des barrages. Mais juste vous préciser qu'Hydro-Québec a un programme de sécurité des barrages bien avant la mise en œuvre de la loi sur la sécurité des barrages. Depuis 1987, Hydro-Québec a un programme de sécurité. Alors, ce programme de sécurité-là s'articule autour de deux pôles principaux. Le premier qui est de gérer les actifs des barrages et des ouvrages régulateurs. Et dans ce pôle-là, on trouve les activités d'exploitation, de maintenance, de diagnostic, les mesures d'urgence et la gestion de l'information. Et le deuxième pôle est la gestion des enjeux de sécurité. Et là-dedans, on trouve davantage les plans de mesures temporaires, advenant qu'il y aurait une vulnérabilité au niveau de la sécurité de barrage. Il y a l'aspect projet, parce que nos barrages ont une longue durée de vie, mais quand on parle d'ouvrages de 70, 100 ans, il faut commencer à penser à les réfectionner et à avoir certaines interventions particulières sur les ouvrages. Et enfin, bien, on a des plans d'urgence pour se préparer advenant qu'on aurait des mesures d'urgence à mettre en œuvre. Alors, au niveau de l'exploitation, la gestion des eaux retenues, bien ça, c'est une activité au quotidien chez Hydro-Québec. Alors, on fait le suivi en continu des niveaux des réservoirs parce que pour assurer la sécurité des ouvrages, il y a des limites et contraintes qu'on doit respecter. Alors, on fait un suivi en continu. On respecte bien sûr les directives d'exploitation. Nos ouvrages ont été conçus et construits pour opérer de manière optimale dans certaines plages. Alors, on en fait un respect. On respecte ces plages-là. On fait un suivi des conditions hydrométéorologiques pour la prévision des crues. Les années 2017-2019 nous ont permis de mettre à l'épreuve nos manières de faire. Et puis, c'est très, très utile avec un grand parc de faire un suivi des conditions hydrométéorologiques. Et bien sûr, dans la gestion des eaux retenues, il y a la loi sur la sécurité des barrages qui est importante, mais on a beaucoup d'ententes avec les tiers qu'il faut respecter. On a aussi les exigences environnementales qu'il faut respecter. On a certains aménagements qu'on doit assurer, des débits écologiques et tout ça.
Alors, notre gestion des eaux se fait en conformité avec autant les communautés aux environs de nos ouvrages qu'avec les engagements qu'on a pris au niveau environnemental. Au niveau de la maintenance, alors ça aussi, on parle d'une activité au quotidien. Du côté de la sécurité des barrages, on assure la maintenance en faisant une surveillance puis un suivi du comportement des ouvrages. Alors, bien sûr, comme la loi nous le dit et comme le niveau de conséquence de nos barrages nous le dit, on a des visites d'inspection fréquentes des barrages et des évacuateurs de crues. On a nos ouvrages sont auscultés selon leur conception. Alors, on a des relevés des données d'instruments qui se font sur une base régulière, selon les ententes qu'on a avec le gouvernement. On a des essais de levage des vannes d'évacuateurs qui se font à une certaine fréquence selon les différents ouvrages. Alors, on parle d'essais là, 3, 6, 12 ans pour nos ouvrages qui sont moins opérés de manière continue. Et enfin, les ingénieurs font un diagnostic annuel de la sécurité de nos ouvrages pour voir est-ce que dans l'année, il s'est développé des vulnérabilités ou est-ce qu'on a des petits soucis. Alors, l'exercice du diagnostic annuel permet d'avoir une vision claire de l'état de nos ouvrages. Alors, l'inspection, comme je vous disais, là, beaucoup d'observations visuelles. On marche, on connaît nos ouvrages. Alors, on a tout un système d'inspection des ouvrages pour bien garder en mémoire les données des inspections, puis pouvoir y revenir une fois de temps, selon les besoins. Alors, vous voyez sur les photos, oui, ça se fait très terre à terre, mais c'est des examens très minutieux de nos ouvrages. Puis des fois, ben, il y a des petits défis de travaux en hauteur, notamment pour les évacuateurs, là, pour vérifier leur état de près. Au niveau des évacuateurs, ben, comme je vous disais, on fait des essais de levage là, aux 3, 6, 12 ans pour nos évacuateurs, notamment sur les grands réservoirs là, qui sont opérés de manière moins fréquente parce que le besoin n'y est pas. Alors, on les inspecte en profondeur pour voir qu'ils vieillissent bien. L'auscultation, là, on parle davantage de l'instrumentation dans nos ouvrages. Alors, selon, est-ce que c'est des barrages en béton, des barrages en remblai, ben, on va retrouver toutes sortes d'instruments pour nous donner l'état de santé de nos ouvrages. Alors, que ce soit des pendules, des piézomètres, des déversoirs de jaugeage ou de l'auscultation topographique parce qu'on veut voir dans le temps comment qui tasse, s'il y a une évolution. Alors, toutes les données d'auscultation là, nous permettent de donner un bilan de santé de nos barrages. Et chaque ouvrage a son auscultation particulière là, selon la conception des ouvrages et leurs particularités. Alors, comme la loi sur la sécurité des barrages nous le dicte, on fait des études d'évaluation de la sécurité des barrages aux 10-12 ans. Alors, ça, c'est une revue extrêmement détaillée de la conformité des barrages en regard des règles de l'art et des normes réglementaires. Et ça, c'est une nuance importante des barrages par rapport à d'autres actifs du génie civil. Alors, du côté des barrages, ben, il n'y a pas de clause grand-père en regard de leur conception, construction. Alors, il faut vraiment apprécier l'état de ces ouvrages-là en regard des règles de l'art, mais qui évoluent. Comme je vous montrais les 5 générations d'ouvrages qu'on a, ben, les ouvrages, même ceux qui ont été construits avant 1940, doivent être appréciés en regard de la résistance aux crues et au séisme d'aujourd'hui. Alors, ça peut amener des défis dans pour la maintenance de nos ouvrages et assurer leur conformité. Les études d'évaluation de sécurité, c'est un travail d'équipe d'ingénieurs multidisciplinaires. Alors, on parle d'ingénieurs en hydrologie, en hydraulique, en structure et en géotechnique. Alors, tous ces gens-là travaillent ensemble pour arriver à une appréciation de l'état des ouvrages. Et comme je vous disais, bien des fois, nos ouvrages sont âgés. Alors, on a besoin de gérer les enjeux de sécurité
Et là, vient le besoin de faire des projets de réfection. Alors, dans les prochaines années, avec l'âge de nos ouvrages, bien, il y a plusieurs réfections d'évacuateurs qui sont planifiées, autant au niveau des structures, superstructures, vannes, les composantes mécaniques électriques qui ont une durée de vie moins longue que le béton et le remblai. Alors, on a beaucoup de travail de prévu de ce côté-là. Et on a aussi des réfections prévues au niveau des barrages en remblai et en béton, surtout pour nos ouvrages là qu'on peut dire de près de 100 ans et au-delà. Alors, pour compléter ma présentation, ben, je pense que c'est un aspect extrêmement important pour assurer la sécurité des barrages, un aspect dans lequel Hydro-Québec s'investit, c'est notamment au niveau de l'innovation. Alors, on travaille beaucoup en recherche et développement on a des partenariats avec les universités, différentes universités au Québec, que ce soit la Polytechnique, l'Université de Sherbrooke, l'Université Laval, l'École de technologie supérieure, l'Université du Québec à Chicoutimi. On a différents partenariats dans lesquels des firmes de Génie Conseil du Québec participent aussi. Alors, on travaille dans toutes les disciplines qui touchent les barrages, que ce soit l'hydrologie, l'hydraulique, la géotechnique, la structure. On travaille tout ce qui est là, le vieillissement des barrages. On a des activités aussi avec l'Institut de recherche d'Hydro-Québec, l'IREC, alors notamment sur tout ce qui est essais sur les vannes d'évacuateurs. On travaille beaucoup avec l'IREC pour des projets de robotisation dans ce domaine-là. On participe aussi à des comités techniques scientifiques, que ce soit au niveau provincial, au niveau national, au niveau international, afin d'appliquer les meilleures pratiques dans nos activités courantes. Puis, on a plusieurs initiatives qui sont intégrées à des projets pour alimenter notre vision de l'aménagement hydroélectrique de l'avenir. Actuellement, l'acronyme est le CAMP, de tout un projet qu'on a de surveillance automatisée des principaux ouvrages de production. Par exemple, Manic 5, qui est un ouvrage emblématique pour le Québec, bien à Montréal, on est en mesure, à Montréal ou à Bécomo, peu importe au Québec, là, on est en mesure de voir en temps réel les données de certains instruments qui nous permettent d'apprécier la cote de santé de cet ouvrage majestueux. Alors, les barrages ont un grand héritage chez Hydro-Québec, mais on travaille aussi pour le futur, pour nos ouvrages. Alors, ça complète ma présentation. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Annick Bigras, de nous avoir présenté la question de la sécurité des barrages chez Hydro-Québec. Hein. On a tendance à peut-être l'oublier, mais Hydro-Québec, elle est également assujettie aux différentes lois et règlements sur la sécurité des barrages. Et vu la grosseur de son parc, c'est toute une tâche à accomplir. Pour enchaîner et faire le pont entre cette tâche colossale qu'elle peut représenter pour Hydro-Québec et celle des propriétaires de petits barrages, les propriétaires privés de barrages hydroélectriques. Je suis très heureuse de vous présenter Michel Dolbec, qui est directeur de projet hydroénergie et barrages chez WSP. Michel est un ingénieur d'expérience qui a œuvré depuis plus de 30 ans dans les domaines de l'eau et des barrages et de l'environnement. Notamment comme spécialiste en hydraulique, gestionnaire de barrages publics et plus récemment directeur de la sécurité des barrages au sein du Centre d'expertise hydrique du Québec. Il a participé activement au développement de la réglementation en vigueur au Québec en matière de sécurité des barrages et donc il est très bien placé pour nous en parler aujourd'hui. Alors, Michel, à toi la parole. Merci, Mélanie.
Merci Annick aussi pour la belle présentation. Comme vient de dire Mélanie, j'ai participé activement au développement de la loi sur la sécurité des barrages au Québec et il faut le dire, peut-être le répéter même, le programme de sécurité d'Hydro-Québec était déjà en vigueur depuis quelques décennies déjà et ça a été quand même une référence dans le développement de la réglementation au Québec. Donc, merci Annick. Je pense on ne vous voit pas assez souvent sur des tribunes comme aujourd'hui. Donc, pour aller à ma présentation comme telle, qu'est-ce que je compte vous présenter aujourd'hui? C'est un peu, même en continuité, un peu des présentations que j'ai faites antérieurement à l'UQPER. C'est les enjeux, ni plus ni moins, de sécurité et de maintenance pour les autres propriétaires. Quand je dis les autres propriétaires, bon, en fait, c'est l'ensemble des propriétaires au Québec. J'inclus Hydro-Québec, j'inclus le centre d'expertise, j'inclus le gouvernement, j'inclus les petits propriétaires et les producteurs également, et même les municipalités. Donc, dans ce cadre-là, je vais commencer pour ma présentation, je vais parler du contexte, ni plus ni moins, le déclencheur en matière de sécurité des barrages au Québec, le déclencheur d'enjeux, c'est vraiment la loi actuelle sur la sécurité des barrages. Je vais l'intégrer quand même dans l'ensemble du cadre réglementaire qu'on le retrouve et qui est applicable pour les barrages. Et après ça, je vais passer comme dans les enjeux que je vois ou que je veux vous soulever aujourd'hui, des enjeux de sécurité, en fait, les enjeux par rapport à la sécurité et la maintenance des ouvrages. Donc, on peut parler de la multiplication des exigences réglementaires, les problèmes de concertation peut-être qu'on entrevoit entre les ministères, les coûts d'un projet qui sont quand même de plus en plus élevés, et aussi, pour finir, la responsabilité du propriétaire au regard de la sécurité et de la maintenance des ouvrages. Donc, sans plus tarder, je vais revenir sur le contexte, le déclencheur comme tel de la sécurité des barrages, la loi sur la sécurité des barrages. Annick l'a quand même bien décrit, c'est suite au déluge du Saguenay, le gouvernement a décidé d'aller de l'avant avec une réglementation, quoique étant présent au gouvernement dans la direction des barrages depuis un bon bout de temps, ça faisait longtemps qu'on tentait d'avoir ce genre de réglementation-là et le déluge nous a permis justement d'aller de l'avant avec une réglementation. Auparavant, il y avait quand même une réglementation qui encadrait les barrages, ça s'appelait la loi sur le régime des eaux. Elle datait pas d'hier. C'est pour ça, quand on parle des vieux barrages, ben, les vieux barrages, ils datent des années 1800. La loi sur le régime des eaux date de 1856. Donc, c'est pas une loi qui date, qui est très, très, très récente. Mais qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait que, dans le fond, que l'ouvrage était autorisé. Une fois autorisé, bien, c'était au propriétaire d'en assurer la sécurité. Et le gouvernement n'avait pas de droit de regard sur, ni moins, sur la maintenance et la sécurité de l'ouvrage. Donc, la loi sur la sécurité des barrages est venue un peu corriger cette situation-là. Comment? Quelles sont les principales exigences? On l'a vu aussi, mais Annick l'a expliqué. Je pense que la pièce maîtresse de la loi sur la sécurité des barrages, c'est vraiment l'étude de sécurité qu'on retrouve, qui est une obligation qui revient périodiquement. Cette étude-là, c'est comme une remise en question de la sécurité de l'ouvrage vis-à-vis les normes actuelles, les normes d'aujourd'hui. Annick l'a quand même bien précisé, puis j'ai trouvé ça très intéressant que le parc des barrages d'Hydro-Québec soit comme décomposé en générations. Si on pense aux producteurs privés, ils ont été eux aussi d'un parc peut-être même de première génération, mais peut-être de deuxième génération, mais rarement de cinquième génération. Ceci dit, donc les enjeux d'élévation de sécurité, même si on fait un comparable avec Hydro-Québec, Hydro-Québec a un programme de sécurité depuis 1987, comme mentionné par Annick. Donc, ils n'en sont pas à leur première étude de sécurité. Ils sont dans un cycle et leur ouvrage, bien, ils sont rendus peut-être au deuxième, troisième, quatrième cycle. Tandis qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que maintenant, il y a eu comme un premier cycle des études de sécurité. Là, on tombe pratiquement dans le deuxième cycle des études de sécurité, dont la périodicité est à peu près d'une dizaine d'années. Donc, les gros coups sont peut-être passés, mais il en reste quand même que
on peut encore, dans les deuxièmes cycles d'études de sécurité, trouver des problèmes de mise aux normes et ça peut provoquer des travaux correcteurs. Quand on dit travaux correcteurs, ben c'est comme un déclencheur important au niveau des coûts également, parce que c'est un générateur d'autorisation et on peut passer en phase construction, reconstruction, réfection et maintenance majeure. Si on regarde le contexte d'encadrement réglementaire externe un peu à la loi sur la sécurité des barrages, mais néanmoins, dès qu'on tombe dans des systèmes d'autorisation, il faut penser à la loi sur la qualité de l'environnement, qui est quand même majeure, la loi sur la qualité de la conservation et la mise en valeur de la faune. Il y a aussi le fédéral qui s'invite très souvent avec la loi sur les pêches du ministère Pêche Océan, qui est générateur aussi parfois de compensation. Et il y a aussi la MRN avec le bail en vertu de la réglementation et aussi de la loi sur le régime des eaux qui existe encore. Donc, les enjeux, comme vous le voyez, il y a plusieurs lois et règlements qui s'appliquent dans le contexte de la sécurité des barrages. La première, non la moindre, c'est la loi sur la sécurité des barrages qui, comme vous l'avez vu, c'est un peu le déclencheur de travaux et dès qu'on pense de travaux quelconques ou de correctifs, ben là, on tombe dans les autres réglementations. Là, ça vient comme compliquer un peu tout ça, c'est que c'est un ensemble de réglementations qui, des fois, ont des délais d'obtention de permis bien différents. Généralement, la loi sur la sécurité des barrages, les délais d'obtention sont quand même assez rapides. La loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, qui est une loi appliquée par le ministère Faune et Parc, des fois, ils sont là, des fois, ils sont pas là, c'est dépendamment si le barrage est dans le domaine public ou dans le domaine privé. Généralement, ils se coordonnent très bien avec le ministère Pêche-Océan, donc ces deux-là, c'est assez efficace au niveau des délais. La loi sur la qualité de l'environnement, généralement, c'est peut-être la loi qui est sur le cheminement critique, surtout avec les dernières modifications de la réglementation. On peut penser à la réglementation sur les milieux humides, les compensations aussi environnementales, puis les exigences aussi maintenant dans les demandes de certificats d'autorisation au niveau des inventaires. Les inventaires, comme ceux qui connaissent très bien les demandes d'autorisation, savent très bien que quand il faut faire un inventaire floristique, puis on est rendu dans le milieu de l'hiver, ben il faut attendre l'été prochain pour pouvoir réaliser ce genre d'inventaire-là. Sinon, on ne sera jamais capable de déterminer quel genre de plante est sur place. C'est la même chose pour les milieux humides. Donc, ça vient comme allonger, puis parfois même prolonger le projet sur quelques années. Autre enjeu, ben, il y a toujours l'apparence qu'il y a un manque de concertation entre les ministères, mais dans les faits, les ministères se parlent. Ils se parlent, mais chaque réglementation a des objectifs différents et probablement des priorités différentes. Ce qui fait en sorte que nous autres, quand on est consultant puis on commence à parler avec un ou l'autre, on s'aperçoit des fois que les objectifs peuvent être divergents. À titre d'exemple, on a déjà eu un projet où pour le pêche océan, c'était l'anguille qui était prioritaire, puis pour le MFFP, ben, c'était le saumon. Donc, vous voyez, c'est pas les mêmes espèces, puis c'est pas les mêmes périodes de frais non plus. Là. Puis c'est pas non plus les mêmes principes de migration. Donc, ça fait des délais d'autorisation qui sont non coordonnés, ni plus ni moins, puis qui fait en sorte qu'un projet, au lieu de se réaliser en quelques mois, comme des fois les promoteurs ou les propriétaires pensent, mais ça peut se réaliser sur même quelques années. Donc, ça vient comme changer la donne un peu dans la planification de projet. Puis les règles du jeu, comme on a parlé, là, ça a grandement évolué puis changé depuis de nombreuses années, notamment en matière de démolition et remise en état des lieux une fois que vous avez démoli. Aujourd'hui, depuis quelques années, je dirais, il y a 5 ans, c'était encore possible, mais aujourd'hui, faire une démarche en démolition, c'est rendu presque impossible. Les coûts sont pratiquement plus chers que de reconstruire. Puis c'est la même chose. Et donc, il y a un système de compensation qui s'est établi au cours des dernières années, notamment avec la loi sur la qualité de l'environnement et le ministère Pêche-Océan et même le ministère Faune et Parc. Puis ça vient comme aussi rendre difficile à évaluer complètement le coût d'un projet. Puis
dans certains cas, on a déjà vu que le coût des compensations est pratiquement au même niveau que le coût du projet comme tel. Donc, dans la conception, il faut maintenant tenir compte de cette compensation-là et même avoir un processus itératif qui fait en sorte que on cherche à optimiser, mais en fonction de mettre pas nécessairement des coûts des travaux uniquement, mais des coûts des compensations. Et il y a le bail aussi des forces hydrauliques qui est en arrière-plan. Donc, il y a qui vient rentrer en ligne de compte, justement, le MERN, généralement, ne se mêle pas non plus dans les projets, mais par contre, avoir un bail de force hydraulique avec une durée limitée, bien, ça peut venir jouer, ni plus ni moins, sur les décisions d'investissement. Donc, revenir rapidement sur les coûts des projets, je n'ai quand même parlé au cours des dernières diapos. Donc, le coût des permis, des compensations versus l'ingénierie, ça devient comme difficile à évaluer. De plus en plus, on veut faire des études préliminaires justement pour bien déterminer tous ces coûts-là parce que ça devient comme des décisions au niveau des facteurs décisionnels à l'intérieur de la conception des travaux et des ouvrages. Juste penser que si on veut étancher un barrage aujourd'hui, c'est peut-être pas la même façon, compte tenu que les coûts des compensations viennent jouer un rôle important. Si on veut faire un tapis étanche en amont, puis intervenir dans le domaine hydrique ou dans le fond du lac, vous allez voir, les coûts augmentent assez rapidement. On a déjà tenté de dérouler une membrane en amont, puis on s'est rendu compte que c'était pas très efficace au niveau des coûts parce que à 30 $ du mètre carré, les compensations sont beaucoup plus chères que la membrane. Donc, il a fallu revenir à une intervention plus sur l'ouvrage. Donc, comme je disais, les compensations sont difficiles à établir. Puis de plus en plus, la conception devient une interaction non seulement avec le coût des projets, mais aussi avec les ministères. Donc, tout ça doit se faire en concertation avec les ministères pour bien évaluer les coûts qui sont comme en parallèle, les coûts de compensation. Donc, les règles du jeu évoluent rapidement. Puis quand on pense qu'un projet peut s'élaborer sur plusieurs années, même durant cette période-là, les règles du jeu peuvent changer. Donc, ça veut dire que si tu conçois un projet pendant 2-3 ans, bien, en bout de compte, il va peut-être avoir une modification réglementaire qui va faire en sorte que tu sois obligé de revenir en arrière et de reconsidérer ta conception. Donc, si on vient pour finir je vais passer les 5 dernières minutes sur la responsabilité du propriétaire comme tel. Vis-à-vis de la loi sur la sécurité des barrages, c'est vraiment le propriétaire ou l'exploitant qui est responsable de sa sécurité. Il y a déjà des cas où j'ai déjà vu un barrage où qui était en difficulté et que le propriétaire est intervenu sans demander la permission à aucun ministère. Finalement, les ministères l'ont quand même poursuivi, mais ils n'ont jamais réussi à le faire condamner compte tenu que le propriétaire a agi en bon propriétaire et assuré la sécurité de son ouvrage. Donc, c'est vraiment au propriétaire d'agir pour sa sécurité de barrage, puis même peut-être avec comment je dis, due diligence. Donc, la loi s'applique, comme Annick l'a dit, elle s'applique à tout le monde, au gouvernement, à Hydro-Québec, aux municipalités. Donc, tous les exploitants sont ni plus ni moins égales devant la loi. Sauf que si on regarde ça de plus près, ben, on parle de 800 propriétaires différents de barrages à forte contenance qui sont assujettis vraiment aux obligations de la loi sur la sécurité des barrages. Quand on dit 800, Hydro-Québec compte pour un, le gouvernement compte pour un. Donc, il reste 798 autres qu'on peut considérer comme soit des municipalités, soit des producteurs hydroélectriques, mais aussi monsieur et madame tout le monde. Donc, ça va très bien quand vous avez, mettons, Hydro-Québec à son budget, il y a même les producteurs, il y a des revenus, ça va bien. Le gouvernement, lui aussi, il y a quand même ses budgets qui sont prédéterminés pour la quantité d'ouvrages qu'ils ont. Donc, ça va bien de ce côté-là. Les producteurs hydroélectriques, ils ont des sources de revenus. Donc, mais par contre, une des difficultés qu'ils ont, c'est qu'ils ont un bail avec une durée limitée. Donc, eux autres aussi ont des revenus pour investir, ils ont des revenus pour gérer puis surveiller. Mais quand tu as un bail 2 fois 20 ans et qu'il te reste juste 10 ans, ben c'est encore des questions de rentabilité qui rentrent en ligne de compte.
Donc, également, il y a beaucoup de barrages à usage multiple avec des riverains, des usagers. Annick l'a parlé, il y a des ententes avec les Autochtones, à des ententes avec les riverains, à des ententes avec le ministère de l'Environnement. Donc, ça fait beaucoup d'usagers bénéficiaires qui sont qui sont pas, comment je pourrais dire, non payeurs, en fait. Donc, tu as des bénéficiaires, mais qui participent pas qui créent plus comment je pourrais dire, des besoins sans payer pour les usages. Donc, ça revient au propriétaire d'assumer ces frais-là. Donc, quand tu penses qu'il y a peut-être un propriétaire privé qui est unique, dont le barrage est sur son terrain, mais il y a peut-être 50 riverains qui sont là, qui profitent du lac, mais sans payer. Ça arrive très souvent. Le principe d'abandon par le propriétaire, retour au gouvernement, ça existe, oui, mais c'est très peu utilisé. Puis bien souvent, ça ne donne pas une très bonne image corporative quand c'est une corporation. C'est pas comme d'expérience, c'est pas appliqué de façon systématique et c'est plutôt rare que ça arrive. Donc, les producteurs privés, si on regarde ceux de force hydraulique, c'est le fun, ça génère des revenus pour financer les activités de sécurité de barrage, un peu comme Hydro-Québec. Dans certains cas, un site de moins, ça fait un site de moins à entretenir ou à gérer les eaux pour l'État, parce que si c'était pas eux autres qui s'en occupaient, mais ça serait probablement le gouvernement qui devrait assumer, parce que la loi sur la sécurité de barrage s'applique également au gouvernement. Donc, ça fait des dépenses de moins pour le gouvernement. Ils sont subis avec le MRN, donc ils détiennent un contrat également avec Hydro-Québec pour la fourniture, la vente d'électricité. Ils paient des redevances en plus au gouvernement. Des fois, il faut se poser la question, compte tenu qu'ils entretiennent puis gèrent le barrage, peut-être que ça devrait être le gouvernement qui paye des redevances aux producteurs. Maintien d'un plan d'eau souvent au bénéfice de tiers non payeurs. Oui, c'est un peu comme Hydro-Québec également. C'est comme un bénéfice marginal pour tous les riverains. Ils n'ont pas à payer des taxes. Dans d'autres cas, si c'est une municipalité qui gère le barrage, la municipalité, généralement, fait une taxe de secteur et ces riverains-là payent d'une certaine façon. Mais quand tu as un producteur ou Hydro-Québec ou même le gouvernement, ben ça devient comme des tiers non payeurs. Effectivement, la grosse différence, l'enjeu particulier, c'est que leur baux a une durée, contrairement au gouvernement qui l'ont à vie, Hydro-Québec, jusqu'à temps qu'ils décident de le retourner au gouvernement, ou des municipalités ou d'autres propriétaires. L'enjeu des propriétaires privés, des producteurs privés, c'est vraiment le fait qu'ils ont un bail à durée limitée. Donc, ça fait en sorte que les investissements sont plus difficiles à calculer et à prendre des décisions sur des travaux majeurs comme la reconstruction ou autre. Là. Quand on dit fin de bail, on peut parler des clauses actuelles qui sont dans les baux. Ben, ça ressemble à quoi? Ben, c'est une reprise pour $1, généralement qu'on retrouve, avec une clause que le gouvernement peut renoncer en tout temps de devenir propriétaire. Donc, le producteur pourrait demeurer propriétaire du barrage sans avoir la possibilité de vendre son électricité à Hydro-Québec. Ça devient comme une possibilité. Puis, c'est encore existant malgré que pratiquement, comme je l'ai dit tantôt, au cours des dernières années, les autres réglementations ont rendu presque impossible la démolition ou la remise en état des lieux compte tenu de la réglementation, des compensations. Je pense que j'ai même entendu que MPO interdit même la démolition dans certains cas. Donc, même si on a une clause de terminaison qui existe, que le gouvernement pourrait exiger la démolition, mais il y a d'autres ministères du gouvernement qui l'interdiraient. Il faut dire par contre que cette clause-là de terminaison du bail type fait actuellement l'objet d'une revue par le MRN et on l'espère bien que cette modernisation-là du bail type profitera aussi bien au gouvernement qu'aux producteurs. Donc, en conclusion, juste rapidement, comme j'ai dit, les coûts de sécurité et de maintenance de barrages pour maintenir en bon état les barrages par un propriétaire privé ou public sont de plus en plus élevés. On le voit, et puis quand on ajoute les critères de compensation, ça vient faire en sorte que les coûts augmentent. Puis les bénéficiaires sont peut-être pas là pour payer leur juste part. Quand on parle de démolition, ben là, c'est rendu pratiquement impossible.
Les coûts de projet de réfection et de remise aux normes sont maintenant difficiles à évaluer. Comme j'expliquais, je suis consultant depuis quelques années et je vois de plus en plus que il faut consulter tous les ministères, il faut comprendre toutes les façons de calculer. Avec certains, il faut même partir avec des concepts puis commencer déjà la négociation pour essayer d'établir c'est quoi qui vont être demandés comme compensation. Et également, les contrats de location des forces hydrauliques ont été élaborés dans un contexte qui date quand même, on parle de l'APR 91, là, c'est 1990. Donc, depuis cette époque-là, ben, tout l'environnement légal, réglementaire a grandement évolué, puis ça vient comme imposer une nouvelle réalité. Puis, je pense que le ministère des Ressources naturelles actuel ont vraiment on a parlé récemment avec eux autres, puis ils ont conscience de cette difficulté-là que vivent actuellement les propriétaires. Puis il y a actuellement un chantier sur la modernisation justement du bail type. Donc, en espérant que la situation redevienne win-win pour tout le monde. Là-dessus, je conclus ma présentation. Merci. Merci beaucoup, Michel. À t'écouter, on se demande si c'est toujours d'intérêt de maintenir un petit barrage en tant que producteur privé. J'ai plusieurs questions, puis j'invite les gens autour des différentes tables à nous poser vos questions dans le chat de la conférence. Donc, non pas dans le chat de vos tables respectives, mais bien dans celui de la conférence. Comme ça, j'y aurai accès, puis ça va me permettre de pouvoir les poser à Annick et Michel. Mais je vais quand même commencer, Michel, avec ce que tu viens de dire. Est-ce qu'il y a un forum dont on pourrait imaginer l'existence, où on pourrait avoir un guichet unique, où on pourrait discuter de tous les enjeux liés notamment au coût de la réfection des barrages pour permettre un renouvellement des baux du contrat avec Hydro-Québec, puis des exigences réglementaires qui tiennent compte finalement que cette opération-là soit prospère, ou en tout cas du moins qu'elle puisse être intéressante pour tous les différents joueurs de l'industrie? Oui, ben, à ma connaissance, il existe déjà un genre de forum interministériel là, et justement sur l'élaboration du bail type. L'ACUPER comme tel, on est consulté, on discute avec eux autres, on a fait quelques peut-être même Gabriel pourrait peut-être plus en parler que moi là, ou Julie Bellé pourrait peut-être aussi en parler. Mais c'est ça, on a des échanges avec eux autres. C'est certains qui sont à l'écoute de nos besoins, mais ils sont à l'écoute de d'autres besoins aussi, vu qu'il y a plusieurs ministères qui sont concernés. C'est quand même qu'est-ce qu'ils appellent eux autres un chantier. Donc, c'est de longue haleine. Ça fait déjà plus d'1 an que c'est entrepris. Donc, oui, il y a ce forum-là. On est invité de temps en temps. On n'est pas assis autour de la table, c'est certain. Ça demeure un chantier gouvernemental. Ouais, on aimerait bien être assis tout le temps, là, mais Alors, pour les gens qui participent, je vous invite encore une fois à écrire vos questions dans le chat de la conférence. Une des questions concerne en fait les coûts là, de réfection des barrages. Je ne sais pas si vous avez chez Hydro-Québec ou comme consultant chez WSP une idée de l'étendue des coûts liés aux travaux qui doivent être effectués en ce moment. c'est vraiment dans le domaine des travaux, ça varie d'une place à l'autre. Tu peux avoir des travaux sur une section du barrage comme tu peux avoir une reconstruction complète. Là. Donc, c'est très variable. On peut pas établir comme tel, dire, regarde, en moyenne, ça coûte tant. Là. Ça dépend des problématiques. Ça varie beaucoup. Je pense qu'Annick, même, pour son parc de barrage, qui est quand même assez représentatif, là, elle pourrait peut-être en parler. Là, ça peut se chiffrer en milliards comme en millions. Là. Ben, tout à fait, Michel. Alors, c'est à différentes échelles et c'est pas nécessairement que c'est un petit barrage que les coûts seront limités. Alors, des fois, des réfections à des grands ouvrages vont être peut-être moins dispendieuses, étant donné
la conception, construction, état des ouvrages, là. Souvent, on a de beaux défis dans nos aménagements un petit peu plus petits, là. Alors, ça dépend toujours de la problématique. Mhm. Puis c'est Dans pas le parce que tu as un contexte, petit barrage, excuse-moi, Mélanie, c'est pas parce que tu as un petit ouais, barrage que c'est un petit problème. Même au contraire, quand je parlais tantôt des compensations, quand tu as un grand barrage, tes compensations deviennent peut-être plus négligeables, mais quand tu as un petit barrage, c'est là que justement toute ton optimisation, puis c'est plate parce que là, le coût d'ingénierie vient aussi cher que le coût du projet. Parce que là, tu as le coût de compensation plus ton coût d'ingénierie. Puis là, le client dit, ben ça va me coûter aussi cher préparer les plans de vie que réaliser les travaux. Mais c'est rendu comme une réalité, là. Mm. Ben, tout à fait, Michel, j'appuie. Là, en tout cas, c'est la réalité qu'on vit aussi chez Hydro-Québec. Alors, souvent, les petits ouvrages présentent des grands défis. C'est des belles opportunités pour l'ingénierie, mais les gens de la comptabilité nous apprécient moins à ce moment-là. Ouais, c'est ça. dans ce contexte-là, Annick, puis ben, Michel aussi, est-ce que vous avez développé des guides des meilleures pratiques ou est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un effort de colliger, fort de votre expérience chez Hydro-Québec, des meilleures pratiques qui pourraient être utiles pour les propriétaires de mini-barrages? Oui, c'est sûr, récemment, on n'a pas publié précisément sur les meilleures pratiques. Là, c'est sûr qu'Hydro-Québec publie une fois de temps en temps sur des éléments particuliers. Programme de sécurité, c'est sûr il y a beaucoup de littérature là, d'organismes comme l'Association Mhm. canadienne des barrages, la Commission Mhm. internationale des grands barrages. Alors, c'est déjà une niche qui est quand même... il y a des organismes qui contribuent grandement à des publications à ce niveau-là. Oui, effectivement. Moi, je suis sur justement l'Association canadienne des barrages et dans plusieurs contextes, ils produisent des guidelines, ce qu'ils appellent, là. Donc des directives qui servent justement, qui servent de règles de l'art dans la pratique, là. Donc, ils établissent un peu des principes coast to coast là, au Canada. Et c'est même reflété dans certains cas au niveau international, là, dans la commission des ICO, là, la commission des grands barrages internationale. Merci. Je rappelle aux gens du public, c'est votre dernière chance de poser une question à Annick Bigrad d'Hydro-Québec ou à Michel Delbecq de WSP, parce qu'on ne veut pas finir trop tard et ne pas empiéter sur la prochaine présentation. Mais d'ici là, j'ai encore une autre question, peut-être un petit peu en dehors de vos sujets respectifs, mais qui est d'intérêt pour nos membres. Quel est, selon vous, le rôle de la petite hydro dans la transition énergétique au Québec? Annick, tu y vas-tu ou je vais? Ben oui, alors j'avoue que je suis pas une spécialiste petite hydro, là, mais dire chez Hydro-Québec, la petite hydro, et c'est là, le qualificatif de petite hydro, c'est sûr que nos aménagements là, de plus petite envergure ont leur place aussi dans la gestion des réservoirs ou la gestion des rivières, parce qu'il faut penser que des fois, ils sont contributifs là, pour l'ensemble du parc. Alors ça, je pense que c'est un élément qu'il faut pas négliger parce qu'il faut pas voir un aménagement particulier isolé, mais il faut plutôt voir sa contribution là, dans l'ensemble. Et puis, comme on parlait, vous allez peut-être dire, je suis loin de la discussion par rapport à la production hydroélectrique. Et il y a tout un aspect des services rendus par les barrages au Québec qui Mhm. dépasse la production de mégawatts. Là, il y a tous les autres bénéfices que la Oui, population a dans tout ça. oui. Et c'est ça, je renchéris sur ce qu'Annick dit. Effectivement, faites le tour des lacs dans la province, vous allez voir combien de lacs ont des barrages, c'est surprenant et combien il y a de bénéficiaires maintenant qui sont autour de ces lacs-là, qui bénéficient de ce plan d'eau-là. Si vous pensez comme l'endroit où est-ce que le déluge du Saguenay avec les barrages du lac Kenogami,
Qu'est-ce qui finance tout ça? Ben, c'est grandement la production électrique qui sont en aval de ces 2 barrages-là. Par contre, il y a 5000 résidents autour de ce lac-là, 5000 maisons, chalets ou maisons maintenant, pratiquement, là, qui bénéficient sans payer, ni plus ni moins, qui bénéficient de cette production-là. Donc, toutes les redevances servent justement à ces gens-là. Donc, puis ça, c'est un exemple parce que effectivement, la petite hydro finance beaucoup de choses, là, aussi bien des fois des parcs ou autre chose. Et ça, comme je dis, c'est un propriétaire avec des revenus. Et s'il n'était pas là, ça serait tout le monde, ça serait tout le Québec qui paierait de leur poche parce que tu peux plus démolir ce genre d'ouvrage-là. Donc, ils sont là à vie. Donc, si c'est pas les producteurs, ça va être comme le gouvernement qui va payer pour la gestion. Et il va s'occuper de la gestion. Puis Dieu sait, je pense qu'Annick est peut-être même au courant, elle sait quand tu as des bénéficiaires, sont très exigeants. Donc, des fois, la gestion devient très complexe et tu as besoin d'une équipe d'expérience pour gérer ces ouvrages-là. On pourrait peut-être penser à un système de perception de taxes foncières, un peu comme les grands projets d'infrastructure et de transport qui ont lieu en ce moment, qui utilisent ce système-là pour financer leurs opérations, finalement. Ben c'est ça, c'est que comme je l'expliquais, quand c'est une municipalité qui est propriétaire, elle fait comme une taxe de secteur, puis ça devient comme les propriétaires autour du lac qui payent. Donc, c'est une façon de faire payer ces gens-là. Puis quand tu as un producteur hydroélectrique, ben là, c'est comme ça va de soi. Donc, c'est comme une économie pour la municipalité. C'est pas la municipalité de s'en charger, puis il y a pas le gouvernement n'a pas de pouvoir de taxation là, autour de ces lacs-là. Donc, il est différent. Tout le monde est égal devant la loi, mais pas vis-à-vis de la taxation. Merci beaucoup à tous les deux. C'est le temps qui nous était alloué pour aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois, Annick Bigrand d'Hydro-Québec, Michel Delbecq de WSP. Ouais. Je suis Mélanie David de chez Langlois Avocats. Ça nous a fait plaisir de présenter cet atelier sur la sécurité et la maintenance des barrages. Je vous souhaite une bonne fin de colloque à tous et un bon cocktail ce soir. Merci. Merci. Merci.